réponse commence. Ce n'est que maintenant que l'enregistrement commence. Bon, c'est pas grave. Donc, je disais que connaître le problème, savoir que le stress existe et qu'il peut avoir des répercussions sur notre combat, sur notre cause, la cause que nous portons, n'est pas le plus important. Le tout, c'est de savoir comment s'y prendre, comment construire une réponse au stress. Et là, on va parler désormais de la préparation mentale. Quand on parle de préparation mentale, il s'agit de quoi? Il ne faut pas imaginer quelque chose de mystérieux parce que c'est des thèmes qu'on entend que lors des compétitions internationales, peut-être la Coupe du Monde. On dit voilà le préparateur psychologique, mais chacun à son niveau peut faire sa petite préparation mentale. C'est pas quelque chose de technique, ce n'est pas réservé à des spécialistes. En réalité, c'est quelque chose de très concret. C'est la capacité à entrer dans une situation difficile avec des réflexes déjà construits. Et la partie qui va suivre va nous permettre de savoir comment se préparer pour affronter les défis qui nous attendent. Savoir comment on agit, savoir comment on se calme soi-même avant que les autres ne viennent nous calmer, savoir quoi faire quand la pression monte, savoir parler malgré la peur, savoir se taire quand il faut réfléchir, savoir attendre quand il faut attendre. Parce que ce n'est pas à tout moment qu'il faut réagir. Ce n'est pas parce qu'on a vu un poster à tel endroit qu'il faut absolument mettre un commentaire, qu'il faut absolument aller là-bas le laver. Souvent, avant d'y aller, on se dit même, je vais le traiter. Je vais le traiter. William, qu'est-ce qu'il pense? Il aura de mes nouvelles. On va là-bas et puis on crée l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on croyait, je ne sais pas moi, ce qu'on croyait qu'on allait faire, mais finalement, on crée plus un conflit qu'autre chose. Donc, il faut savoir répondre quand il faut. Et pour dire, la préparation mentale, ce n'est pas l'absence d'émotion. Je parlais de stress tout à l'heure. Le stress est également lié à l'émotion. On insulte souvent, ou bien on croit souvent insulter les gens en disant « il est émotif, lui ». Bon, certaines personnes comprennent ce qu'ils mettent dedans et savent bien qu'il y a un savant dosage, mais d'autres disent « il est émotif » pour dire « il a des émotions ». Or, c'est tellement bête parce que tout le monde a des émotions. Vous voyez? Tout le monde a des émotions. Donc, dire qu'on va faire une préparation mentale, ça ne veut pas dire qu'on va supprimer nos émotions, mais c'est savoir comment les organiser, comment, si vous voulez, les canaliser, créer un bon canal pour que nos émotions puissent circuler sans créer des dégâts tout autour. Il ne s'agit pas, par exemple, de supprimer la peur, parce qu'on a toujours, tout le monde a peur. Qui de nous ici n'a jamais eu peur? Ce n'est pas l'effacement du stress, parce que comme je vous ai dit, il y a le stress à un certain niveau qui est une bonne chose qui nous pousse à agir, mais ça devient dangereux quand ça nous submerge. Donc, il faut savoir la question de la préparation mentale, c'est savoir comment maîtriser nos peurs, nos émotions, notre stress. D'accord? Donc, nous allons passer au premier pilier pour la préparation mentale. Alors, punaise, depuis, je n'avance plus les slides. Premier pilier de la préparation mentale, c'est que je croyais que quelqu'un allait avoir les slides en main et qu'on allait à chaque fois faire diapo pour que ça avance. Premier pilier, le sens, comment disais-je, le sens. Le premier pilier de la préparation mentale ici, c'est le sens que nous donnons à notre combat, à ce que nous faisons. On parle du combat, mais comme disait Honorine au début, lors de la présentation, on peut aussi appliquer ce que nous apprenons ici dans d'autres sphères de la vie, pas seulement dans la lutte pour le changement. Et à chaque fois, pour mieux se préparer, il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut donner du sens dans ce que nous faisons. Quand on sait pourquoi on se bat, on supporte mieux les secousses. Quand on sait ce que l'on défend, on résiste mieux au découragement. Quand on sait pourquoi on parle, pourquoi on marche, pourquoi on s'expose, on ne se laisse pas facilement se désorienter. Bon, maintenant, à vous de vous faire votre propre idée. Est-ce que ceux qui ont cédé aux sirènes, par exemple, du bon diable, savaient vraiment où ils allaient? Je vous laisse répondre. Vous voyez un peu? C'est pourquoi il est important, avant de commencer, de s'être préparé mentalement, de s'être fixé sur le sens qu'on donne à son engagement. Bon, après, il se peut que certains se soient engagés pour avoir de l'argent. Il se peut que certains soient engagés pour avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Et dans ce cas, tous les moyens sont bons, pourvu qu'on ait des vues, pourvu que les gens cliquent, pourvu que les gens commentent et partagent.
peu importe le contenu de ses commentaires, peu importe l'identité ou l'état mental de ceux qui partagent ces publications. Certaines personnes se nourrissent simplement de la visibilité en ligne. Le plus important pour eux, c'est de se dire, j'ai fait une publication aujourd'hui, il y a eu 300 commentaires, même si dans les 300 commentaires, on a 98% d'insultes. Certains ne regardent plus ça. C'est suffisant pour eux de voir qu'ils ont été commentés, le post a été partagé et tout, et tout, et tout. Donc, il faut, comme je disais, une bonne préparation mentale commence par une bonne définition du sens. Pourquoi je m'engage? Est-ce que je veux avoir de l'argent? Est-ce que je veux que le Cameroun change? Et j'ai la faiblesse de croire que tous, autant que nous sommes ici, notre sens, notre pourquoi dans cette lutte, c'est de voir le Cameroun changer, de voir un autre Cameroun, un Cameroun plus uni, un Cameroun prospère, un Cameroun pacifié. Mais est-ce que tout le monde a le même sens? That is the question. Chacun sait pourquoi il s'engage. Et c'est pourquoi, même si vous appliquez tout ce qu'on s'est dit plus haut, ça ne garantit pas qu'on puisse orienter tout le monde, amener tout le monde dans la même direction, parce que chacun se laisse conduire par son sens. Vous voyez un peu, un militant qui commence à tirer sur le MRC et que tu viens l'appeler, tu viens le voir inbox pour lui dire, AP, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut parler? Et qu'il a déjà décaissé un petit 500 000. Si son sens, c'était d'améliorer ses conditions personnelles et qu'on lui donne son petit 500 000 ou 500 euros ou je ne sais quoi, si on lui propose un petit poste, vous croyez qu'il va vous écouter? Et donc, ce sera à vous de pouvoir également savoir. Une fois que vous avez essayé, l'idée n'est pas d'aller secourir et succomber, j'exagère un peu, mais l'idée n'est pas de ramener un militant à tout prix, un frère à tout prix, une amie à tout prix. Parce que comme je dis, ce qu'on dit ici, on peut l'utiliser ailleurs, ça peut être dupliqué dans notre vie. On essaye, mais après, on utilise également notre libre arbitre, notre bon sens pour savoir si ça vaut la peine de continuer ou pas. Le plus important, c'est, permettez-moi de boire un verre, s'il vous plaît. Pardon. Le plus important, c'est d'essayer. Donc, le militant qui a perdu le sang devient vulnérable aux provocations. Il devient vulnérable aux manipulations, aux conflits secondaires. Très souvent, il m'est arrivé à moi-même de voir des gens venir dire sur ma page, ah, tu es sûr que c'est tout le combat là que tu mènes encore comme ça? Donc, il n'est pas exclu que dans ce cas-là, je sois en train de, vous voyez, de m'adonner aux conflits secondaires. Si ça se trouve, je me suis un peu perdu. Et peut-être ça, c'est une piqûre de rappel pour dire, hey frérot, remets-toi sur le droit chemin. Vous voyez? Il ne faut pas toujours voir cela comme une attaque personnelle. Ça peut être, c'est vrai que certains pourraient mieux faire, pourraient être abordés d'une autre façon. Il y a d'autres manières d'aborder quelqu'un dans ces circonstances-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez besoin de mon avis personnel, le meilleur moyen, c'est un appel, un call, ou bien, en tout cas, de le faire en privé. Bonjour AP. Tu sais, je t'observe et puis voilà, tout ça, je me présente. Je te contacte si je peux me permettre parce que j'ai vu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux qu'on en parle et tout? Après, s'il ne veut pas en parler, il ne veut pas. Il ne veut pas. Tu ne vas pas appuyer son ventre pour que la parole sorte. D'accord? Donc, je vous disais que le militant qui a perdu le sens devient vulnérable. Il cède aux provocations. Il se trompe désormais de combat. Il dépend de l'énergie dans ce qui n'en vaut pas la peine. Il le devient, il se fatigue, il s'épuise et il commence à avoir peur. C'est comme ça que son engagement commence à prendre un coup. Il commence à penser à autre chose. Franchement, si l'année-ci, Kamto n'est pas président, j'arrête la lutte. Vous voyez un peu? Si l'année-ci, Kamto n'est pas présent, j'arrête la lutte. Si le sens au départ, c'était de faire en sorte que Kamto devienne président, si le sens au départ, c'était de faire en sorte que le changement advienne au Cameroun, tu ne peux pas t'arrêter en 2025 parce que Kamto n'est pas présent, parce que ton objectif n'a pas été atteint. Est-ce que le Cameroun a changé? Non. Dans ce cas, lève-toi, va lutter. Si tu as un sens, si tu as donné un sens à ton combat, est-ce que tu as atteint l'objectif? Non. Monsieur, lève-toi, va lutter. À partir du moment où quelqu'un s'arrête et se dit, bon, si Kamto n'est pas présent cette année, alors qu'il a encore envie, alors qu'il a encore le souffle, il te dit, bah, c'est bon pour moi, c'est que son engagement a été englouti. Et donc, c'est que son sens était peut-être assez léger, fragile. Excusez-moi.
Pardon. Désolé. Dans notre histoire récente, ce sens a été mis à l'épreuve de manière trop concrète. On a vu lors des mobilisations de 2019, contestation autour des élections, du résultat des élections législatives, les manifestations de janvier 2019, de juin 2019, de septembre 2019, 29 janvier, si vous voulez, 26 janvier, pardon, si vous voulez les dates, 2 juin avec en tête de file Mamadou Mota, et autour de la résidence de Maurice Kamto le 22 septembre 2020. Voilà. Attendez, 2019 toujours. Donc, qu'est-ce que je raconte? 2020. Il y a eu 2019, 26 janvier et 2 juin. Et on a eu septembre 2020, où le professeur Foguet, Bibou Nissak et les autres ont été happés et jetés en prison. Ces tensions, ces arrestations, ces campagnes de discrédit sont des moments où on a été suffisamment attaqué politiquement, mais aussi psychologiquement. Le but est de nous faire fléchir. Et dans ces moments-là, le sens devient une boussole. C'est en ce moment qu'on doit à chaque fois repenser à notre sens. C'est quoi le sens de notre engagement? C'est quoi le sens de notre engagement? C'est ce sens, si vous voulez remplacer sens par boussole. Le sens, c'est la boussole de notre engagement. Parce qu'il nous dit, voici pourquoi je continue. Voici ce que je défends. Voici pourquoi je refuse de céder. Voici pourquoi je dois rester digne. Voilà à quoi nous sert le sens. Donc maintenant, le deuxième pilier de la préparation mentale, on a parlé du sens. Le deuxième pilier, c'est quoi? C'est la discipline intérieure. Le tout n'est pas de définir notre sens, notre boussole, mais c'est également de développer une discipline intérieure. Et quand je dis discipline, je ne parle pas de rigidité. Il ne s'agit pas de manger 200 grammes de calories, telle quantité de fruits et légumes par jour. Je ne parle pas de dureté exagérée. Je ne parle pas de violence envers soi-même. Ce n'est pas en étant violent soi-même qu'on est discipliné, non. Vous voyez, je parle d'hygiène mentale, d'ordre intérieur, de structure, régularité. Je parle de tout ce qui empêche l'esprit d'être constamment noyé dans le bruit et la réaction immédiate. Et qu'est-ce que vous pouvez mettre dans cette colonne, dans ce registre? Pour vous, comment on peut faire pour être discipliné en vue d'une meilleure préparation mentale? Est-ce que quelqu'un veut nous répondre? Pour ouvrir le micro. Oui, moi, je vais essayer de répondre. Je pense que la Allez-y. première des choses, c'est surtout la bonne connaissance de son sujet. Je pense que c'est fondamental dans toute bonne préparation, surtout pour éviter le stress. La bonne maîtrise de son sujet, c'est le premier point qui me semble important. Il y a bien d'autres points, mais pour moi, le premier, c'est la maîtrise de son sujet. Oui, très bonne réponse. Très bonne réponse. Il y a la bonne maîtrise de son sujet, mais si on recentrait un peu le thème, la discipline, autour de la personne, comment on fait pour être discipliné, pour se préparer? Ça peut être par le sport, hein? Parce que j'ai dit pour finir que la discipline, c'est tout ce qui empêche l'esprit d'être constamment noyé dans le bruit et la réaction immédiate. On doit bien préparer son sujet, c'est sûr. On doit savoir pourquoi on se bat, peut-être. On doit faire du sport. Le sport fait quoi? Le sport vient un peu nous libérer de notre trop plein d'énergie, vient un peu réguler nos hormones. Il faut savoir ce qu'on mange. J'ai dit tout à l'heure que le tout, ce n'est pas de dire d'être rigide, il faut faire ça, mais c'est de faire de petits efforts de ce côté-là. Donc, un peu de sport, savoir ce qu'on mange, bien dormir, bien dormir. Deux fois, il y a des gestes très simples. Savoir se déconnecter. Savoir se déconnecter. À un moment donné, on nous a taxé de quoi? On nous a taxé de partie de Facebook. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir si l'hyperconnectivité n'est pas un danger pour nous. Ça ne concerne peut-être pas tout le monde, mais il y a des personnes qui sont connectées H24 et donc sont englouties par une masse d'informations. Et quand tu ne peux pas
même pas quand tu ne peux pas. En fait, tu ne peux pas gérer tout ce qu'il y a comme information sur la toile au quotidien. Si on ne regarde que la sphère politique camerounaise, il est impossible de gérer tout cela. Donc, la discipline ici revient à savoir dire stop à un moment donné. Je me déconnecte. Mais vraiment, carrément, il ne s'agit pas de déposer le téléphone. Il s'agit de désactiver même la connexion, de sorte que les messages qui arrivent ne tombent pas directement dans ton téléphone tant que tu n'as pas réactivé ta connexion. Ou même d'éteindre le téléphone de sorte que les appels qui arrivent ne te perturbent pas. Tu te donnes un temps pour toi-même, tu dors, tu fais peut-être de la méditation, tu fais peut-être un exercice de respiration, peut-être qu'on en fera si le temps nous le permet. Donc, pour moi, c'est ça que je mets dans la discipline. Il faut dormir suffisamment quand c'est possible, éviter la saturation émotionnelle permanente, préparer ses interventions, tu l'as dit tout à l'heure, savoir maîtriser le sujet, savoir quand parler et quand se taire, savoir couper un instant le bruit des réseaux sociaux, savoir prendre du recul avant de répondre, savoir respirer avant de répliquer. C'est très important. Et c'est ça que je mets, c'est tout cela qui, pour moi en tout cas, fait partie de la discipline. Dans les ressources sur la prise de parole en public ou encore sur la gestion du stress, parce que ce sont des thèmes finalement qui s'imbriquent pratiquement, qui se ressemblent. Tu ne peux pas maîtriser une prise de parole en public si tu gères mal ton stress. Ce n'est pas possible. Donc, les ressources qui sont disponibles sur ces questions-là, vous pouvez les consulter. Toutes les données sont aujourd'hui disponibles en ligne. Ces données-là rappellent que la préparation, la répétition, la connaissance de son public et l'anticipation des imprévus réduisent considérablement l'anxiété. Préparation, répétition, connaissance du public, anticipation des imprévus, ça réduit considérablement l'anxiété. Donc, si avant de s'engager dans une cause comme la nôtre, on a été un temps soit peu préparé, on n'est pas tombé dans la lutte aussi comme ça parce qu'on a vu quelqu'un dire je vais à une réunion du MRC et dit ah tiens, le MRC c'est intéressant, j'y vais aussi. Alors que hier on était à une réunion du PCRN. Si on a pris le temps de se préparer, de se dire je vais à l'EMRC pour telle raison, on a un sens. Vous voyez qu'on suit un fil conducteur. Si on a fait tout ce travail-là, on arrive au MRC et on ne va pas dans tous les sens. On ne va pas dans tous les sens parce qu'on a été préparé. Et si on doit intervenir sur un panel TikTok, le minimum, c'est de savoir c'est quoi le thème. On parlera de quoi lors de ce live TikTok. Ou bien si c'est une émission à la télé, c'est quoi j'ai parlé, prise de parole en public, l'intervention dans les médias rentre dans le module prise de parole en public, les publications à travers les réseaux sociaux, la participation au débat, parfois on va au 2-0 pour nous autres qui sommes en diaspora, et il n'est jamais exclu qu'on tombe sur des personnes qui veulent en savoir plus sur le MRC. Si on vous reconnaît, il est possible qu'on vous pose des questions sur le MRC. Dans ce cas, il faut être préparé. Il faut avoir les éléments du langage. Il faut garder un ton calme. Il ne faut pas s'emporter avant les autres. Ce n'est pas toujours évident. Et c'est pourquoi j'ai dit que là, on ne fait le procès de personne. Mais on fait une sorte d'autopsie de notre lutte jusqu'à l'heure actuelle. Garder un ton calme, préparer ses réponses. Et à partir de ce moment, on peut facilement répondre. Vous voyez? Donc, Gaëtan, oui. Excuse-moi de t'interrompre, les slides sont toujours au même niveau. Hein. Ah oui, là, attends une seconde. J'ai vraiment lâché avec les slides. Comprendre le stress militant, on a déjà fait ça. La saturation mentale, l'épuisement des contextes spécifiques du MRC, we did it. Les effets de yeux, perte de lucidité. On était sur les piliers, on a fait le sens, la discipline intérieure. Donc, on est là. Au niveau de la trousse mentale. C'est bizarre. J'ai vu une main aussi levée. Il y a quelqu'un qui avait levé la main. Je ne sais pas si la personne voulait... Enfin, si la préoccupation a été résolue. Est-ce qu'un AP a une question? Il y a aussi des petites réactions dans le chat. Le départemental UK qui avait réagi dans le chat lorsqu'on parlait des AP qui débordent un petit peu. Donc, il parlait
Je pense que c'est les responsables de la médiation et de l'arbitrage au sein des Ils doivent se saisir. Voilà, c'est ça. Oui. Bonsoir, la main était la mienne. D'accord, vous avez une préoccupation? Manu de Manchester. Yeah. J'aurais voulu juste ajouter la concentration. Il faut apprendre à se concentrer et pendant longtemps. Parce que le tout n'est pas de se concentrer, d'être à mesure de se concentrer. Tout le monde peut se concentrer, mais la question de base, c'est pendant combien de temps peux-tu rester concentré? Tout à fait. Voilà, ça c'est un petit ajout que je voulais apporter sur le point discuté il y a quelques minutes. Là, vous avez terminé. Super, je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Donc, est-ce qu'on peut poursuivre? Est-ce qu'il y a une autre contribution? Bon, s'il y a plus la question est pour la fin. Pardon? Et la question est pour la fin. Ah, d'accord, oui. Comme je disais au début, vous pouvez mettre les questions dans le chat et on va revenir dessus. Donc, le troisième pilier, on a parlé du sens, on a parlé de la discipline. Le troisième pilier, c'est la solidarité, les amis. La solidarité. Aucun militant ne dure seul. Et je crois que là, c'est presque une redite. On a déjà abordé d'une manière ou d'une autre cette partie. Aucun militant ne dure seul dans un combat difficile comme le nôtre. Le mouvement ne peut se renforcer que si chacun essaye de jouer pour l'autre. On ne peut pas le faire si chacun prétend aller bien alors qu'il s'écroule de l'intérieur. Il faut des camarades, il faut une écoute. J'ai parlé tantôt d'une cellule d'écoute peut-être que je suis un rêveur, mais c'est à prendre vraiment comme une suggestion. Il faut pouvoir dire je suis fatigué. Et également ce courage-là, ce n'est pas toujours évident. Parfois, on veut tellement montrer qu'on est fort, qu'on tient le coup, qu'on n'arrive jamais à laisser voir nos faiblesses. Or, c'est important de pouvoir dire je suis fatigué, j'ai besoin d'aide, ça ne va pas les amis, je ne peux plus, je n'arrive plus à tenir. Et quand vous le dites, il ne s'agit pas de s'humilier. Il faut pouvoir demander un relais. Parfois, on te confie une tâche peut-être depuis le Cameroun et tu es submergé par tes propres activités parce qu'à côté de la vie de combattant, on a une autre vie privée. N'hésite pas à appeler un ami politique et de lui dire, écoute, est-ce que tu peux faire telle chose à ma place? Est-ce que tu peux faire telle chose à ma place? Je n'arrive pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir le faire. Mais beaucoup estiment que le faire, c'est s'humilier. Vous voyez? Et la conséquence, c'est qu'on trimballe tout. Il y en a qui sont étudiants, il y en a qui sont en recherche d'emploi, il y en a qui sont dans des situations assez délicates, qui parfois sont en train de lutter pour leur régularisation. C'est comme ça que ça se dit. Et donc, mais en même temps, on dit qu'il y a un événement à tel endroit. Il tient absolument à y aller. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. On ne va pas te fouetter parce que tu n'es pas venu à la réunion. J'en profite pour dire qu'on aura un barbecue en Île-de-France d'ici la fin du mois d'août. Donc, je vous mets déjà la puce à l'oreille. On va lancer la communication d'ici peu. Mais voilà, si un ami politique de UK, de Belgique ou de je ne sais où ne peut pas venir, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Un petit message suffit. Bonjour AP, j'aurais voulu venir, mais je n'ai pas pu. J'ai été invité au UK dernièrement, je ne suis pas parti. Moi-même, comme je vous ai dit, je ne suis pas un bon exemple parce que je n'ai même pas pris la peine d'écrire aux amis des UK pour dire je ne pourrais pas être là. J'imagine qu'ils m'ont attendu et qu'ils ne m'ont pas vu et qu'ils ont compris. Mais ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est de pouvoir faire un message parce qu'on est une famille. Bonjour, j'aurais bien voulu être là. Il ne s'agit pas de raconter ta vie. J'aurais bien voulu être là, mais les circonstances ne le permettent pas. Je vous souhaite une belle assemblée. Je vous souhaite un bon barbecue. Vivement la prochaine fois. Basta. L'affaire est pliée. Vous voyez? Donc, quelqu'un parle? Bon, je vais poursuivre. Je crois que c'est un micro qui est ouvert. Les ressources sur le bien-être des activistes soulignent l'importance du soutien par les pairs. Les pairs ici, ce sont des personnes avec lesquelles vous êtes engagés pour la même cause. Les pairs. Donc, ça souligne également l'importance de l'entraide
des pratiques de récupération collective. Et c'est pourquoi je vous ai parlé du barbecue. Beaucoup ne comprennent pas. Et des gens nous ont même fait le procès d'organiser ces barbecues-là depuis 2 ans. Parce que certains se disent que non, le barbecue ne permet pas de chasser Biya. Mais si chaque jour, tout ce qui vous intéresse, c'est Paul Biya doit partir, allez bagarrer, allez faire le... Vous voyez un peu, ça ne marche pas. Il faut à un moment donné s'arrêter, s'offrir de petits moments de détente, de petites plages, plaisir. Vous voyez? C'est pourquoi dans les entreprises, j'oublie comment ça s'appelle, ah là 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 là, c'est parti directement au moment où je pense à ça. Mais des épisodes où les collaborateurs peuvent sortir, aller aller faire une petite retraite ensemble le temps d'un week-end ou même seulement une journée resto. Team building. Des petites activités de team building. Donc, c'est important qu'on en fasse aussi dans notre cadre politique. Donc, le barbecue s'inscrit dans cette logique-là. C'est une activité de récupération collective où on va lâcher prise, où on va un peu oublier que le Cameroun va très, très mal et s'offrir un petit instant de convivialité. Pour nous, ça a une importance, ça a une signification profonde parce que notre histoire récente montre justement que le combat n'a jamais été solitaire. Quand l'un est touché, et c'est pourquoi au MRC, l'un de nos maîtres mots, c'est le pacte de solidarité. Vous voyez un peu, quand l'un est touché, les autres doivent tenir. Quand l'un est sous pression, le groupe doit l'aider à rester debout. Quand un camarade faiblit, on ne le juge pas, on l'accompagne. Et si un camarade commence à douter, si un combattant commence à douter, qu'est-ce qu'on fait? On ne l'isole pas, on l'éclaire. On l'éclaire. Donc, la solidarité, on doit comprendre aujourd'hui, plus que par le passé, je crois que je prêche chez des gens déjà convaincus, parce que s'il y a une chose, un point sur lequel le MRC a toujours su se faire désirer, créer des jaloux au sein de nos adversaires, c'est justement ce pacte de solidarité-là. C'est-à-dire que c'est vraiment ça rentre dans notre stratégie. C'est une sorte de protection, c'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait notre force. On passe, les amis, au 4e pilier de la préparation mentale. Et ce 4e pilier qui est souvent oublié, c'est la mémoire. La mémoire. La mémoire militante. En quoi consiste-t-elle? Il ne s'agit pas de retenir les dates. Être militant qui a de la mémoire, ce n'est pas quelqu'un qui sait que Omniobe est mort tel jour, ce n'est pas seulement ça. C'est en partie, certes, voyez, mais elle consiste à comprendre d'où l'on vient, ce que l'on a traversé, ce que l'on a appris et ce que l'on a payé. Je reprends. La mémoire ne consiste pas seulement à retenir des dates. Elle consiste à comprendre d'où l'on vient, ce que l'on a traversé, ce que l'on a appris, ce que l'on a payé et enfin, ce que l'on veut transmettre. En gros, les dates, c'est bien, mais il faut établir entre ces dates une sorte de fil conducteur. Si vous voulez, on va le faire en 3 points. D'où on vient, où on est et où on veut partir, où on compte aller. Parce que quand on dit, si tu sais d'où tu viens, c'est quand tu sais d'où tu viens que tu peux savoir où tu vas. Mais très souvent, beaucoup ne savent même pas d'où l'on vient. C'est-à-dire que des gens, beaucoup entrent dans le combat sans même savoir pourquoi on lutte. Ils aussi, c'est comme on dit au quartier, les gens qui entendent le tumoué, dès qu'ils entendent un bruit, ils commencent aussi à jubiler comme tout le monde. On a eu beaucoup d'amis comme ça parce qu'en 2018, il y avait la hype. Le MRC était comme un phénomène de mode. C'était bien de se présenter comme combattant en diaspora et même au Cameroun. Et beaucoup ont rejoint la dynamique. Sauf que beaucoup ne savaient même pas pourquoi nous autres, on était dans les rues au Cameroun en 2018. Conséquence, aujourd'hui, ils ne comprennent plus où on va parce qu'ils ne savent pas d'où on vient. Ils ne peuvent pas savoir où on va. Ils veulent maintenant nous imposer leur agenda. Non, il faut qu'on fasse plutôt ceci. Non, on est en train de suivre un agenda depuis le départ. Vous êtes venus presque à la fin du livre et vous voulez nous imposer une conclusion. Ce n'est pas possible. Vous voyez un peu? Donc, quand on se rappelle les mobilisations passées, les marches de contestation, les événements politiques marquants, les arrestations, les moments de tension, les efforts consentis. Par tant de camarades, on comprend que notre combat n'est pas improvisé. Il s'inscrit dans une continuité.
il s'inscrit dans une histoire, il s'inscrit dans la durée. Et on sait exactement où on va. C'est pourquoi Maurice Kamto, lors d'une de ses interventions, je ne sais plus si c'était en 2020, il disait, je sais exactement où on est en train d'aller. Et il le dit en pointant le doigt à l'horizon. Il dit, je sais exactement, je ne sais plus s'il disait où je suis en train de vous amener. C'est-à-dire qu'il sait où il va parce qu'il sait d'où il vient. La mémoire donne de la profondeur. Elle empêche la panique de tout écraser. Elle empêche le présent de nous faire croire que tout a commencé aujourd'hui. Quand on a de la mémoire, on ne se comporte pas comme beaucoup se comportent aujourd'hui. Beaucoup pensent que le combat est né en 2025. Ils ont tout oublié. Ils ont tout oublié. En fait, on oublie quand on savait des choses. Mais beaucoup viennent, ils ne savent même rien de notre passé. Et donc, pour eux, tout a commencé aujourd'hui. C'est comme si on partait, c'est comme si on était parti d'un format blanc. Ils sont amnésiques. Et voilà. Oui, il y en a qui sont amnésiques, mais d'autres qui sont juste arrivés là, qui n'ont aucune consistance. Et donc, ils pensent que c'est aujourd'hui qu'on a découvert que Paul Biya était un problème. Ils ne savent pas que souvent, Paul Biya répète même des gammes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on avait déjà vues hier. Et que ceux qui ont justement cette mémoire-là comprennent mieux les situations d'aujourd'hui. Ceux qui entrent dans la danse de manière, on va dire, une génération spontanée, débarquent sans rien comprendre de ce qui est en train de se jouer, de se manigancer. Donc, si on a de la mémoire, on se rappelle, par exemple, en 2025, qu'il y a eu d'autres personnes qui ont tenu avant nous. Et que ce n'est pas parce qu'on fait trop de bruit sur TikTok qu'on est subitement les plus grands combattants du monde mondial. Et on se rappelle aussi qu'on peut tenir parce qu'on va voir qu'il y a des personnes qui ont tenu avant nous sur la durée. Parce qu'on va penser à Nelson Mandela, parce qu'on va penser à Maurice Kamto lui-même qui est notre guide, parce qu'on va penser aux personnes qui depuis 2018 n'ont rien lâché, qu'on va penser aux gens qui même avant 2018 luttaient déjà et qui tiennent le coup. Et donc on va comprendre, on va être un peu humble. Pour ceux qui, les combattants nés en 2025 ou bien nés, entre guillemets, acte naissant du combat, quoi, mais ils arrivent ayant déjà un vécu qui n'a rien à voir avec le combat, ceux-là vont comprendre qu'il y a eu des gens avant nous. D'accord? Donc, je répète, nous avons eu nos 4 piliers, les amis. Le sens, qui est notre boussole. La discipline, comment nous vivons. La solidarité pour ne pas laisser nos combattants en difficulté sur le bas bord. Et la mémoire pour savoir d'où on vient, où on est et où on va. Ce qu'on veut laisser à la postérité. Mais est-ce que ça suffit d'énoncer ces piliers-là? Il faut des gestes concrets, il faut des outils, il faut des méthodes, des réflexes, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, je ne vous mens pas que je suis perdu avec les slides. Le problème de passer de l'ordinateur au téléphone tout à l'heure m'a suffisamment planté. Donc, on va poursuivre. Hein. Ce que nous allons voir maintenant, comme je vous disais, ce sont les outils concrets de la gestion du stress. On passe maintenant au concret. Comment on va gérer notre stress? Quand la pression monte, il faut des gestes simples, des choses qu'on peut actionner dès ce soir ou à partir de demain, qu'on peut intégrer à notre quotidien. Simple, mais répété. Parce que ce qu'il y a de spécial dans la gestion du stress, c'est que ce sont des petites routines. Mais quand vous finissez par les répéter, ça devient un réflexe. Le premier outil, c'est la respiration. Le premier outil, laissez-moi une seconde, je vais voir. Parole claire, assurante, les outils du combat. Parole claire, parole maîtrisée. Ouais, on est ici, hein, il me semble. Voilà, la respiration. On respire pour reprendre la main quand la peur monte. La respiration se bloque ou devient rapide. On a tous connu ce moment-là. Quand on a appris que le Conseil constitutionnel, d'abord, Elekam avait rejeté la candidature de Maurice Kamto, je ne vous cache pas que moi-même, je ne sais plus, ma respiration allait c'était peut-être 1000 à l'heure. Vous voyez? Et en ce moment-là, il faut savoir comment. Parce que quand la respiration est à ce rythme-là, qu'est-ce qui se passe? Il envoie un message au cerveau. Il dit au cerveau, patron, c'est chaud dehors, c'est chaud dehors. Et il faut maintenant que toi, tu rentres en jeu pour pouvoir envoyer un contre-message à ton cerveau pour lui dire, non, c'est pas grave, je maîtrise. C'est pas grave, je vais contrôler. Parce que sinon, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est un poltron.
il ferme toutes les frontières et tu te renfermes. Et quand tu te renfermes, ça peut être très, très dangereux. Donc, on va apprendre à utiliser la respiration pour gérer le stress. Quand notre respiration commence à devenir rapide, retenez-le, sachant qu'il y a un problème. Sachant qu'on est en train d'atteindre une phase ou bien un niveau critique au niveau de la gestion de nos stress et de notre stress et qu'il faut actionner déjà les outils que nous avons en main, donc la respiration. Le corps envoie au cerveau un signal de menace encore plus fort, d'où l'intérêt de reprendre volontairement le contrôle du souffle. Une respiration lente, structurée, peut aider à calmer le système nerveux et à diminuer la tension. Donc, je vais vous proposer un exercice qui est très simple. On va le faire pendant peut-être 2 ou 3 petites minutes. 2 minutes, ça devrait être bon, parce que là, je vois qu'il est 20h30. Si on restait sur ce qu'on s'est dit, ça veut dire qu'on va se séparer dans une trentaine de minutes. Donc, on va faire ce petit exercice de respiration, comme je vous disais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on inspire sur 4 temps, c'est-à-dire qu'on inspire et on bloque. Première chose, lors de l'inspiration, on va compter intérieurement. 1, 2, 3. Et on bloque. On compte encore 1, 2, 3, 4. Pas 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. C'est la technique du 4, 4, 4, 4. Ça se fait en 4 temps. Inspirer, 4 temps, 4 secondes. Bloquer, 4 secondes. Expirer, 4 secondes. Et bloquer encore 4 secondes. Essayez de le faire. Et une fois que c'est fait, on va se donner, là, voilà, il est 23h33. On reprend à 23h35 grand max. Faites cet exercice. Et si vous voulez, vous nous dites ce que ça vous aura fait. Donc, vous inspirez, ça veut dire que vous faites rentrer de l'air dans vos poumons. Vous le faites en 4 secondes, genre vous faites... Ça rentre par les narines. Ça rentre par les narines. Donc, vous inspirez par les narines, 4, en comptant 1, 2, 3, 4. Vous bloquez. Vous comptez encore 1, 2, 3, 4. Vous expirez. Cette fois-là, ce n'est pas à la bouche. Vous laissez sortir pendant 4 secondes et vous bloquez encore. Ça veut dire que vous faites une sorte de gainage. Pendant 4 secondes, vous pouvez répéter cet exercice chaque matin, chaque soir, vous pouvez le faire. Même au bureau, pour ceux qui travaillent dans un bureau, sur n'importe quoi dans votre boutique, vous pouvez le faire partout, même dans les transports. Il y en a qui font cet exercice-là parfois. Quand vous êtes attentif, vous vous rendez compte que là, il est en train de faire sa petite respiration. C'est un exercice qui permet d'aérer les poumons et de vous débarrasser de votre angoisse, de votre anxiété. Donc, on va le faire une dernière fois tous ensemble. On inspire tout le monde. Puis, on bloque pendant 4 secondes. Ensuite, on rejette l'air par la bouche, 4 secondes. On bloque encore. Donc, généralement, il faut en faire une série de 4. Il faut en faire une série de 4. Vous voyez, 4 secondes fois 4, ça fait 20 secondes. Vous avez fini la première séquence. Vous faites une deuxième séquence en 20 secondes encore. Donc, 4, 4, 4, 4. Ça fait en 1 minute, vous en faites 3 séries. Et donc, la dernière série vient en 1 minute 20. Vous avez fait vos 4 séries et vous sortez de chez vous. Vous avez fait du bien à votre cerveau. Parce qu'en le faisant, c'est le cerveau aussi qui se trouve un peu déchargé d'un fardeau qu'il portait. Parce que chaque fois que vous stressez, vous donnez du travail supplémentaire au cerveau, il se pose des questions, il se mobilise. Donc, il faut bien comprendre que ce que cet exercice signifie politiquement, le message de cet exercice, il ne s'agit pas de faire disparaître la peur, il s'agit de faire en sorte que la peur ne prenne pas le volant. Parce que quand vous faites cela, le cerveau est concentré sur l'exercice que vous êtes en train de faire. Le cerveau est concentré sur l'exercice. Vous pouvez le faire même quand vous êtes face à une situation délicate. Vous prenez ce petit temps de réflexion. En fait, vous êtes en train de dire à votre cerveau de laisser ce qui se passe tout autour, de laisser le chaos tout autour. Vous êtes en train de vous concentrer sur
sur vous-même. Donc, vous êtes en train de faire en sorte que la peur ne prenne pas votre volant. Donc, le deuxième outil, après cette réflexion, c'est l'ancrage dans le présent. Quand l'angoisse envahit l'esprit, on commence à imaginer 1000 catastrophes. On anticipe les arrestations, l'échec, l'humiliation, la rupture, le scandale. Et l'ancrage, qu'on peut également appeler en anglais le grounding, c'est-à-dire que l'ancrage sur le présent, il sert à quoi? Il sert à ramener l'attention au réel, à l'ici et au maintenant, le hic et le nun. Il faut savoir faire abstraction de tout ce qui s'est passé hier, de tout ce qui est en train de se passer dehors et de ne penser qu'à maintenant. De jeter un coup d'œil autour de vous, d'essayer par exemple de dire, bon, est-ce que je peux toucher 3, 4 choses? Est-ce que je peux sentir 2 odeurs? Est-ce que je vois 5 choses? En le faisant, vous êtes en train de vous ancrer sur le présent. Donc, on peut également faire cet exercice. Ce sera bientôt terminé. Ce petit exercice, donc vous allez, comme je disais tout à l'heure, regarder autour de vous. Vous jetez un coup d'œil autour de vous. Vous n'avez pas besoin de parler, c'est chacun qui va le faire. Quelles sont les 5 choses que vous voyez? Essayez d'identifier autour de vous 5 choses. Essayez d'identifier autour de vous 5 choses. Moi, je regarde autour de moi, j'ai un verre, j'ai une bouteille d'eau, j'ai une télécommande, j'ai quoi? J'ai une banane, j'ai un power bank, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Donc, on regarde 5 choses qu'on voit. Maintenant, 4 choses que nous pouvons toucher. De tout ce que nous avons vu, y a-t-il des choses que nous pouvons toucher? Ou, hormis ce que nous avons vu, est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons toucher? Il ne s'agira pas forcément de ce que nous avons vu plus haut. Donc, on part de 5, 4, 3, 2, 1. On voit 5 choses. On en touche 4. Puis maintenant, on entend 3 choses. Moi, qu'est-ce que j'entends? J'ai un petit bruit de mon ordinateur, je crois que c'est le ventilateur à l'intérieur. J'ai un autre petit bruit des voitures qui passent dehors dans la rue près de chez moi. Et j'entends quoi d'autre? J'entends des bruits du voisinage. Vous voyez, ça permet de se détacher de ce qui peut y avoir comme chaos si on a une situation politique délicate à gérer. On se ressent. Maintenant, qu'est-ce que vous sentez? Pensez à 2 choses que vous sentez. Pour moi, il y a le parfum, il y a un parfum qui sent. Et comme tout à l'heure, la banane encore. La banane a une odeur assez forte. Ça peut être une sauce chez vous, ça peut être, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous ressentez? Ça peut être les chaussettes. Merci, merci, ok. D'accord. Bon, s'il y en a qui ont des chaussettes, pardon, qui sentent, ils peuvent en parler. Et puis, des choses que vous pouvez goûter. Qu'est-ce que vous pouvez goûter là autour de vous? Vous voyez que là, vous ne pensez qu'à ce qui se passe autour de vous. On avance, les amis. J'espère que vous avez fait cet exercice. Et je vois que nous sommes quand même 22 personnes à suivre jusqu'ici. C'est trop bien. Alors qu'au départ, on était une dizaine. Donc, cet exercice a une valeur très simple et très profonde. Il casse la spirale mentale. Il remet du réel là où la peur avait commencé à écrire un film catastrophique. Si on vous annonce une mauvaise nouvelle, une mauvaise nouvelle de toutes les façons, c'est une mauvaise nouvelle. Mais si quelqu'un vous donne l'impression que le monde est en train de s'écrouler et que vous avez envie de vous déconnecter de cela, de vous détacher de cela et de vous dire ce n'est pas bien grave, faites ce petit exercice. Faites ce petit exercice. 5, 4, 3, 2, 1. Les 5 choses que vous voyez, les 4 que vous touchez, les 3 que vous entendez, les 2 que vous sentez et l'unique chose que vous goûtez. Donc, ça vous permet de sortir, de casser la spirale mentale et de ramener un peu de réel autour de vous. Donc, maintenant, on va changer le dialogue intérieur. C'est le 3e point, le 3e outil. Changer le dialogue intérieur. Le dialogue intérieur, vous savez,
nous avons toujours un dialogue à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'idée, c'est mais vraiment d'inverser la tendance, parce que ce dialogue est trop souvent négatif. Ce dialogue est trop souvent chosifiant, dévalorisant. Il y a toujours une voix intérieure qui nous dit « Oh, c'est pas grave. » Non, pas c'est pas grave. C'est pas grave, c'est déjà une bonne chose. Mais il y a toujours une voix intérieure qui dit « Oh, c'est trop grave. Tu es mort, tu es un homme mort. » Qui nous dit « Bouf, tu vas échouer, tu vas jamais réussir. Ne commence même pas, ça ne sert à rien. Mais tu te prends pour qui tu ne seras jamais à la hauteur. Tu ne vas pas tenir. Tout est perdu. Oh, on est foutu. On ne va jamais renverser Paul Biya. Paul Biya est trop fort. Paul Biya est trop fort. Vous voyez? Qui de nous n'a jamais pensé ainsi? Mais c'est ce petit vilain-là, c'est le malin à l'intérieur de nous, c'est cette petite voix intérieure-là qui est en train d'essayer de nous désorienter, de nous dérouter. Et à nous maintenant de changer ce dialogue interne en faisant ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Je crois que vous avez même déjà compris. C'est-à-dire qu'il faut renverser. Quand quelqu'un te dit tu vas échouer, tu le remplaces par non, je suis capable, je vais le faire, les autres l'ont fait, pourquoi pas moi, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry. Le problème, ce n'est pas seulement ce qui vous arrive à l'extérieur, mais c'est aussi la manière dont nous interprétons ce qui nous arrive. Il faut apprendre à remplacer les pensées toxiques par des phrases de recentrage. Quand on a même un enfant à la maison et qu'on passe le temps à lui dire « Oh, mais tu es nul », bah, écoutez, vous êtes en train de fabriquer votre nulard. Hein. Quand vous avez un enfant et que vous passez le temps à lui dire « Tu es un fainéant », vous fabriquez un fainéant. Vous fabriquez un fainéant. Donc, il faut faire quoi? Remplacer les pensées ou les phrases toxiques par des phrases de recentrage. Je suis sous pression, mais je reste lucide. Vous voyez? Ce n'est pas « Ah, il y a trop de pression, c'est trop compliqué, je ne peux pas réussir. » Je suis sous pression, mais je reste lucide. Je ne contrôle pas tout, certes, mais je contrôle ma réponse. Quelqu'un m'a provoqué. La réponse que je vais donner dépend de moi. Pourquoi ne pas faire en sorte que cette réponse soit la meilleure réponse possible? Pourquoi ne pas prendre un temps de réflexion? Qu'est-ce qui m'oblige à répondre tout de suite? Personne. Il y a une publication, regarde, on nous a provoqué, Jean de Dieu, Momo a fait ceci, et tout, et tout, et tout. Prends ton temps, rédige. Rédige, fais même relire ta réponse. Et ensuite, tu sors avec quelque chose de bien préparé. Je peux parler lentement. Je ne suis pas toujours obligé, vous voyez, d'enchaîner et tout, et de perdre le contrôle. Je peux m'arrêter une seconde. Je peux tenir mon axe. Voilà les phrases qui doivent remplacer désormais, vous voyez, ces pensées toxiques qu'on avait par le passé. On ne va pas réussir, Paul Biya est trop fort. Non. Chaque matin, tu te réveilles, avant de sortir de ton lit, tu dis, Biya est là depuis 42 ans, mais nous allons renverser ce régime. Et notre modèle en la matière, c'est Maurice Kamto. Il vous dit toujours, je sais où nous allons. Nous allons y arriver. J'en suis convaincu. Vous voyez? Il le dit, c'est pour se convaincre, c'est même pour se recentrer. Il vous dit, je suis sûr qu'on va y arriver. Mais vous êtes derrière lui, vous n'y croyez pas. Vous ne pouvez pas l'accompagner si vous n'y croyez pas. Et dites-vous bien qu'il ne s'agit pas de l'autosuggestion, il ne s'agit pas seulement de phrases vides. Parce que quand vous avez commencé à faire ce genre de déclaration, ça devient une technique de gouvernance intérieure, une manière de reprendre la direction de soi-même. Quand tu dis, je vais décrocher ce contrat, bah, tu travailles pour que cela arrive. Tu ne le dis pas et tu restes dans ton lit. Tu ne le dis pas et tu montes le chauffage. Mais si tu commandes à dire, je ne vais jamais réussir, on est d'accord que tu ne sortiras pas du lit. Parce que tu sais que tu ne vas jamais réussir. Toutes tes ressources se mobilisent pour que tu ne réussisses pas. En fait, parce que ce que tu souhaites finit toujours par se réaliser. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? L'autre élément, c'est le quatrième outil, c'est la préparation des prises de parole. La préparation des prises de parole. Le stress ne surgit pas seulement dans les grandes crises, il surgit aussi dans les petites scènes de militantisme, lors des réunions tendues, par exemple, une intervention imprévue, un débat interne, une interview à la télé ou bien auprès d'un média, une prise de position sur la scène, une réponse à une accusation. La peur de parler en public est très fréquente. Des ressources universitaires et spécialisées montrent qu'elle se gère avec
la préparation, la répétition, la visualisation, la respiration et la connaissance du cadre d'intervention. Concrètement, avant toute prise de parole, qu'est-ce qu'on fait? On l'a dit plus haut, hein? Il faut avoir un minimum, une idée centrale, 3 arguments, une ouverture forte et une conclusion claire. Il faut aussi prévoir une phrase de secours si l'on perd le fil. Parce qu'il arrive parfois que, comme on dit très souvent, l'homme a créé la machine, mais la machine finit par la trahir. Si vous avez préparé une présentation et que vous vous trouvez planté, là où vous avez votre support ne marche plus et tout, comment vous faites pour meubler le temps? Parce que si vous ne dites rien, c'est très grave. Donc, le militant qui se prépare, c'est celui qui respire mieux, c'est celui qui parle mieux, c'est celui qui réagit mieux. Quand le militant n'arrive pas à parler, quand le militant n'a rien à dire, ou bien quand il devient agressif, c'est qu'en réalité, il ne s'est pas préparé. C'est qu'il n'a rien à dire. C'est qu'il ne connaît pas le sujet, c'est qu'il n'a pas travaillé sur son public, c'est qu'il n'a pas travaillé sur le cadre. Et enfin, je vais insister sur un dernier point, la préparation des crises. Parce que notre vie de militant n'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a des moments de crise, on en a vu lors des arrestations de nos amis politiques, la fameuse date devenue historique du 5 août. Hein? Et donc, pendant tous ces moments-là, il y a parfois des polémiques qui éclatent en interne. Ah, tel militant a fait ceci et on ne parle que de ça pendant une semaine. Il faut savoir comment se positionner ou bien comment aborder cette crise-là. Et l'idée étant d'éviter de tomber dans la panique, dans l'improvisation et dans la prise de parole incontrôlée en situation de crise. Ne pas paniquer, ne pas improviser, ne pas prendre la parole de manière improvisée. Parce que la panique pousse à faire n'importe quoi. L'improvisation pousse à mal faire. La parole incontrôlée pousse à donner à l'adversaire ce qu'il attend. Vous jetez du pain béni à l'adversaire et il se dit « Dio gratia », merci. Donc voilà pourquoi la gestion du stress doit être pensée aussi comme une discipline de crise. Exercice de mise en situation. On va faire quelques petits exercices très rapidement. Si vous n'y voyez aucun inconvénient, en tout cas. Qu'est-ce qu'on va faire comme exercice? Petit exercice de mise en situation, d'accord? Donc, on va imaginer que nous sommes en préparation d'une activité militante, d'accord? On imagine que nous sommes en préparation, je ne sais pas moi, d'un événement, par exemple, la venue du PN en Europe en 2026. On est en train de préparer un événement comme ça. Inspirons-nous de ce qui s'est passé en 2025, le meeting de mai 2025. Donc, on va imaginer ça. On est en train de préparer cette activité-là. Et que soudainement, lors d'une réunion, on nous annonce qu'un camarade a été interpellé. Vous voyez? Ou bien on est au Cameroun, on est en train de préparer notre AG, notre congrès. On est même déjà réunis au siège. Et on vient nous annoncer que le siège a été encerclé, vient d'être encerclé par comment vous les appelez? Par les agents du régime. Qu'est-ce que nous faisons? La première réaction naturelle, dans ce cas-là, c'est souvent la panique, la colère, la confusion. Mais ce que nous devons apprendre aujourd'hui, c'est de nous poser 3 questions avant d'agir. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je sais vraiment de cette situation? Et qu'est-ce que je vais faire dans les 10 prochaines minutes? Le ressenti, le niveau d'information et l'action. Il faut toujours passer par ces 3 étapes avant de passer à l'acte. Parce que sinon, on risque de desservir la cause pour laquelle, parce que si ça se trouve, il y a un policier dehors qui est juste venu prendre quelques renseignements, il a besoin de parler à un responsable et puis après, il partira. Mais si on s'affole, on commence à courir et si ça se trouve, quelqu'un finit dans une fosse septique ou bien quelqu'un finit par sauter par une fenêtre et se tord la cheville, etc. Donc, cet exercice est essentiel parce qu'en période de tension, il faut apprendre à distinguer l'émotion. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de ce que je ressens. Il apprend à distinguer également l'information. Qu'est-ce que je sais? Et à planifier l'action.
Lorsque un discours est interrompu, imaginez par exemple, vous êtes en train de parler devant une assemblée et qu'une interruption survient. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre réflexe? La réponse la plus utile n'est pas de s'énerver. Or, très souvent, quelqu'un va se dire, mais putain, qui a débranché le micro? Vous voyez? Ou il y a une panne, et on se dit, mais j'ai pourtant donné l'argent à ce gars pour qu'il vienne installer, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, comme la remise du ballon d'or. Bon, je regarde plus ces trucs, je regarde plus ça, mais il paraît que Sonatrel ou bien Enéan a fait le job pendant... Donc, vous voyez, lorsqu'il y a ce genre de situation, il faut savoir rester calme. La réponse la plus utile dans cette circonstance, c'est de respirer. Regardez l'auditoire. Et quand on regarde l'auditoire, on respire. On respire. On peut même sourire. On peut même sourire. Parfois, le simple temps de respirer, regarder l'auditoire, la lumière revient. C'était donc juste une petite panne qui s'est rétablie très rapidement. Mais ça permet aussi de réfléchir sur ce qu'on va faire si jamais le micro venait à ne fonctionnait plus. Donc, le calme dans cette interruption peut avoir plus d'impact que la force si tu te mets directement à réagir de manière non maîtrisée. Parce qu'il faut pouvoir également faire la différence entre ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Ça, c'est un autre exercice. Si vous voulez, on va noter sur une feuille. On va tracer 2 colonnes. D'un côté, qu'est-ce qu'on contrôle dans une situation comme celle-là et ce qu'on ne contrôle pas. Pour moi, ce que je contrôle, c'est ma respiration. C'est ma façon de m'adresser au public. C'est ma patience. Et ce que je ne contrôle pas, c'est quoi? Si on prend le cadre, allons même dans le cadre le plus global de notre combat, ce qu'on ne contrôle pas, c'est quoi? La rumeur, la provocation, comportement des autres, les événements imprévisibles, les manœuvres extérieures. Le calendrier électoral. Le calendrier électoral ne contrôle pas. Mais restons maîtres de ce que nous contrôlons. La discipline dépend de nous, soyons disciplinés. La ponctualité dépend de nous, soyons ponctuels. S'il faut s'inscrire sur les listes électorales et que quelqu'un ne l'a pas encore fait, qu'il aille s'inscrire parce que ça ne dépend que de lui. La façon de répondre aux gens dépend de nous. Donc, il n'y a aucune raison. Même si tu es insulté, tu peux répondre sans l'insulter. Et encore une fois, je vous ai dit, vous pourrez faire ce que je vous dis. Vous voyez? Donc, on a noté sur une feuille ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas. C'est un exercice qui est d'une grande utilité parce qu'il permet de mettre de l'ordre dans le chaos mental. Et quand l'ordre revient dans la tête, la résistance devient plus forte. J'ai l'impression qu'on est déjà rattrapé par le temps, les amis. Donc, je vous ai parlé aujourd'hui d'un camarade qui est en difficulté. Imaginez maintenant qu'un camarade proche de vous semble fatigué, irritable, nerveux, découragé. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez déjà les clés pour ça. Je vous ai donné la bonne réaction. Il ne faut pas le juger. Vous voyez? Le collectif militant doit apprendre à repérer les signes de faiblesse, etc., et de pouvoir apporter le soutien aux nécessiteux, à ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'essaie d'aller à l'essentiel. Vous savez, ce que ça fait de croire à une cause et de sentir en même temps la pression monter de partout. C'est quelque chose que je connais. Vous connaissez un peu mon histoire personnelle. Donc, je sais ce que ça fait d'être dans l'espace politique, dans un espace politique où l'on doit toujours calculer, anticiper, protéger, expliquer, rassurer. Je sais surtout ce que ça fait d'être militant du MRC. Ce n'est pas un engagement tiède, on l'a dit. C'est quelque chose qui touche aux convictions profondes, mais c'est également être chaque jour au devant de la scène. C'est risquer sa vie presque chaque jour. Et c'est justement parce que cet engagement est fort qu'il faut absolument qu'il soit durable. Un engagement brûlant mais instable, c'est un engagement qui s'épuise vite. Un engagement qui est préparé avec les outils que nous avons, c'est un engagement qui va tenir dans
dans la durée. Et la lucidité, vous l'avez compris, est une force dans notre espace avec des pressions qui ne viennent pas seulement de l'extérieur, mais qui peuvent parfois également être des pressions internes. On a parfois des compétitions internes, hein, le renouvellement des organes de base du parti, on a nommé tel, on ne m'a pas nommé et tout ça. Donc, il peut y avoir des malentendus, de l'impatience, les impatients, des jugements trop rapides, des tensions entre générations. Parfois, il y a des jeunes, le MRC a de plus en plus de jeunes militants. Je vois d'ailleurs, j'en veux pour preuve l'engagement autour de l'initiative PDF Challenge au Cameroun. Donc, il se peut que parfois les plus âgés ne comprennent pas forcément où on veut en venir. Et tout ça, c'est quelque chose qui nous invite à être encore plus lucides. Donc, on doit, les amis, je tiens vraiment à ce qu'on finisse rapidement. Je suis en train de... Donc. Parce que comme je vous ai dit, on a le classico, je ne sais pas pour les autres, hein. Je ne sais pas pour les autres. Je serai obligé de brûler au moins, en tout cas, le début du match, parce que je ne partirai pas tant que tout le monde est OK. Donc, ce qu'il faut retenir pour agir, la règle simple, avant d'agir, comme je dis, respirer. Avant de répondre, il faut réfléchir. Avant de publier un contenu, il faut le relire. Et parfois, avant de s'énerver, il faut se demander ce que cela sert vraiment. Est-ce que ça sert notre cause? Avant de partir en bataille, il faut toujours vérifier si on est mentalement prêt. Il faut savoir pourquoi on s'engage. Ça peut sembler banal, dit ainsi, mais en réalité, c'est ce qui sépare souvent une mobilisation utile d'une action épuisante. Je voudrais aussi dire un mot sur la parole militante. Parler en tant que militant du MRC, acteur du changement pour nous, n'est pas un geste neutre. Parler, c'est prendre position, c'est se rendre visible, c'est parfois même s'exposer. Et c'est justement pourquoi la prise de parole doit être travaillée comme un outil de combat. Notre parole doit donc être, à partir d'aujourd'hui et avec les autres modules qu'on a eus sur la prise de parole en public, être une parole qui rassure de par sa clarté, une parole qui ne nous fatigue pas parce qu'elle serait confuse, parce qu'il faut savoir que si on ne sait pas exactement ce qu'on dit, on fatigue plus notre... Voilà, une parole maîtrisée fédère, une parole qui est improvisée, c'est une parole qui va venir fragiliser. Et là encore, la préparation compte énormément. On parlait, savoir ce qu'on veut faire ressentir, ce qu'on veut faire comprendre et ce qu'on veut faire retenir, le take-home message. Si vous faites cela, vous réduisez votre stress et vous augmentez votre impact. Je vais maintenant vous proposer un moment de projection. Imaginez un jeune militant du MRC qui se lève dans une salle, dans une réunion ou dans un événement public. Il sait qu'il est regardé, il sait qu'il est attendu, il sait qu'il peut être critiqué et qu'il porte plus que sa propre personne. Dans sa tête, il se dit quoi? Je ne dois pas trembler. Mais ce n'est pas le bon objectif. Vous voyez? Il ne faut pas se laisser submerger par l'enjeu. Certes, il représente le MRC qui est quelque chose de suffisamment fort. L'objectif premier ne doit pas être « je ne dois pas trembler ». Tu peux trembler, tu as le droit de trembler. Le bon objectif, ce n'est pas de ne rien ressentir, mais c'est de rester utile malgré ce que l'on ressent. Tu peux trembler, mais fais en sorte que, au thème de ton intervention, quelqu'un puisse retenir quelque chose. Et c'est cela, la maturité militante. C'est à ce niveau que je veux replacer les événements de notre histoire récente. On a parlé de tout ce que nous avons subi, mais au thème de tout cela, il faut toujours qu'on puisse se dire, est-ce que j'apporte quelque chose au MRC? Nous avons parfois appris dans la douleur que le combat politique n'est pas une ligne droite. Il y a des avancées, des blocages, vous voyez un peu, des manigances, des manœuvres du régime, des reculs. Parfois, on a l'impression d'être en train de construire un château de cartes qui s'écroule à chaque fois, ou bien de construire, de bâtir sur du sable mouvant. Dans cette alternance, la vraie richesse
n'est pas seulement l'indignation, c'est la capacité de rester debout dans les périodes où la lumière paraît plus faible, comme maintenant. On va boucler, les amis. Petite parenthèse très concrète, mais presque intime. Si vous êtes militant du MRC, vous avez probablement déjà connu au moins des situations. Revenir d'une réunion avec l'esprit saturé, recevoir un message qui vous met en alerte, sentir votre cœur s'accélérer avant une activité, hésiter à parler parce que vous craignez la réaction, vous demandez si la cause avance aussi vite, vous sentir seul dans votre engagement ou encore voir un camarade faiblir et ne pas savoir comment l'aider. Tout cela fait partie de la réalité militante. Le danger, ce n'est pas de vivre cela, le danger, c'est de croire qu'on doit vivre cela seul. On ne doit pas vivre cela seul. On doit apprendre à parler, à écouter, à relayer, à respirer ensemble. La solidarité militante n'est pas seulement un principe politique, c'est une technique de survie psychologique. Quand un camarade est fatigué, on le remplace. Quand un camarade est blessé, on le protège. Quand un camarade est confus, on l'aide à voir plus clair. Quand un camarade est découragé, on lui rappelle le sens qui était notre boussole. C'est ainsi qu'un mouvement devient plus fort que la somme des individualités. C'est ainsi qu'on construit un collectif. C'est ainsi qu'on construit un parti solide. Excusez-moi. Donc, en guise de résumé des outils essentiels que chacun devrait garder avec lui, presque comme une trousse mentale de base. Premièrement, la respiration contrôlée. Deuxièmement, l'ancrage dans le présent. Faire abstraction de tout le chaos externe. Troisièmement, le dialogue intérieur, positif et réaliste. Quatrièmement, la préparation des interventions. Cinquièmement, la distinction entre ce que l'on contrôle et ce que l'on ne contrôle pas. Sixièmement, le soutien des camarades. Et en sept, le repos et la récupération quand cela est nécessaire. Ces outils, les amis, ne sont pas réservés à ceux qui vont mal. Ils sont utiles à tous les militants sérieux. Ils ne remplacent pas l'engagement, ils viennent renforcer notre engagement. Ils viennent renforcer notre conviction. Ils protègent notre conviction. Ils nous permettent de tenir dans la durée. Et avant de nous séparer, je voudrais revenir au mot du début. Le mot, vous vous souvenez? Je vous ai dit au début de penser à un mot qui pouvait vous décrire si on parlait de notre combat. Donc, on va revenir à ce mot. Vous êtes toujours là ou vous êtes parti dormir? Nous sommes là. D'accord. Donc, on est maintenant, là. les amis, revenons à ce mot-là. Vous l'avez gardé dans votre tête, j'espère bien. Super, vous l'avez gardé. Donc, il y en a qui ont peut-être pensé au courage, à la résistance. Est-ce qu'il y en a qui veulent nous donner les mots qu'ils ont en tête? Moi, c'est loyauté. Hein? Loyauté, oui. Résistance, moi. Résistance, peut-être, oui. Détermination. Détermination, oui. Marcel a écrit résilience. Résilience, d'accord. Donc, si vous pouvez compléter. Moi. Comment? Détermination, moi. Détermination, d'accord. Et Isabelle qui a écrit conviction. Conviction. Good. De toutes les façons, quel que soit le mot que vous avez choisi, il n'y a pas de bon mot, il n'y a pas de mauvais mot. Vous voyez? Il faut maintenant associer à ce mot cet autre mot que je vais vous donner maintenant, le mot maîtrise. Vous voyez? Si vous prenez par exemple l'espoir, le courage, la détermination que vous avez dit, la loyauté, la résilience et tout ça, vous y ajoutez le mot maîtrise. C'est quelque chose qui va presque toujours aller de pair. Il faut maîtriser la raison, le sens de notre combat, le sens de notre lutte, le pourquoi de notre lutte. Il faut toujours être en mode maîtrise. Vous voyez? Le courage nous pousse à parler, mais la maîtrise nous aide à bien parler. Donc, si quelqu'un parle de courage et qu'il s'arrête là, il faut que ce soit le courage, certes, de parler, mais maîtrise pour bien parler.
Vous voyez? Le courage nous pousse à agir, mais la maîtrise nous aide à bien agir. Le courage nous pousse à résister, mais la maîtrise nous empêche de nous perdre en chemin. Voilà en quelque sorte. Je veux donc terminer avec une idée très simple, mais très forte. Le régime peut chercher à nous fatiguer, à nous diviser, à nous intimider, à nous faire douter. Il peut essayer de nous faire croire que nous sommes seuls, faibles ou condamnés à l'impuissance. Mais un militant préparé mentalement est plus difficile à briser parce qu'il connaît son sens, parce qu'il sait respirer, parce qu'il sait se recentrer, parce qu'il sait demander du soutien, parce qu'il sait que le combat politique n'est pas seulement une affaire de réaction, mais que c'est une affaire de tenue. Et dans cette tenue, il y a quelque chose de profondément noble qui est la dignité. Il y a la patience, la stratégie, la mémoire. Il y a de l'amour pour le pays, le refus de céder à la peur. Il y a la volonté de transformer la souffrance en une force utile. Alors oui, chers camarades, nous devons continuer à nous organiser, continuer à parler, continuer à nous former, nous protéger mentalement, continuer à nous épauler, à faire du militantisme, non pas une course d'éclat, mais une école de résistance durable. Et si je devais vous laisser avec une seule phrase, ce serait celle-ci. Le courage vous fait entrer dans le combat. La préparation mentale vous aide à y rester. La gestion du stress vous permet de ne pas vous perdre en chemin. Je reprends. Le courage vous fait entrer dans le combat. La préparation mentale vous aide à y rester. La gestion du stress vous permet de ne pas vous perdre en chemin. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Ainsi s'achève cette présentation qui a été très longue, je l'avoue. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir accéder au chat maintenant. Peut-être arrêter le partage de ton écran, comme ça. Le partage d'écran, arrête le partage d'écran. On va accéder, aller chercher le chat. Voilà. Et donc, pendant que tu regardes le chat, je vois les mains levées, mais surtout les applaudissements. Donc, ceux qui ne peuvent pas réagir avec les mots sont en train de réagir par leurs applaudissements. Il y en a beaucoup. Oui. On n'a pas vu le temps passer, donc je pense que le module, enfin, le contenu qui a été présenté ici, expliqué, a plu les participants tout autant que moi. Et donc, c'est vraiment le cas de le dire. Merci beaucoup, Pierre Gaëtan. Je vois qu'Idriss a levé la main, donc... Voilà. Alors, je n'accède pas au chat. Comment je fais? Je suis plus habitué à Zoom. C'est pourquoi je galère un peu là. Je viens ici dans plus d'options. C'est à la droite de ton écran, il y a une petite bulle de conversation. Ah oui, voici ça, chat. Voilà. Je raconte n'importe quoi. Voici le chat ici. Voilà. OK, chouette. J'ai ça. Nos relations entre AP doivent s'imaginer bien au-delà de l'engagement politique pour intégrer fraternité et solidarité conçue. Tout à fait. Merci, Yves. Bon, je te laisse poursuivre, Honorine. Oui, Idriss avait la main levée. D'accord, merci beaucoup, Honorine. Je voudrais d'abord féliciter, remercier Gaëtan pour la brillante présentation. Pour moi, j'ai assisté à beaucoup de formations, mais moi, c'est la première fois d'assister à un renforcement de capacité sur une thématique spécifique comme celle-ci. Et aussi, j'ai aussi beaucoup apprécié le fait qu'il a son fameux écoutez ce que j'ai dit, ne pas ce que j'ai fait. J'ai beaucoup aimé ça parce que ça va me donner de la crédibilité, de la confiance, du trust, comme on dit en anglais, à toutes les connaissances qu'il a mis à notre disposition. Et merci vraiment pour ça. Je t'en prie. J'ai quelques préoccupations, si vous permettez. La première est relative au fait que vous avez souligné le fait que, ce début, je crois bien,
qu'il est recommandé d'écouter son propre état intérieur. Et la question qui va avec, c'est de savoir comment identifier cet état intérieur-là. Comment savoir, voilà. La deuxième question, c'est celle qui a été un peu beaucoup plus politique. La deuxième question, ma deuxième préoccupation, oui, est beaucoup plus politique. D'accord. Désolé, il y a le background des enfants qui sont en train de déranger là. Où ça? Non, chez moi. Je dis désolé. Ah non, il n'y a pas de souci, on t'entend, vas-y. D'accord, merci. Donc, la deuxième préoccupation est celle relative à la gestion du stress. Et c'est de pouvoir identifier le stress et les signes d'épuisement chez les AP. Et il était question de voir comment aller vers eux, parfois le changement de direction peut être lié peut-être au stress. Mais dans un contexte comme celui du Cameroun, un contexte de dictature féroce, où tout est mis en place pour pouvoir notamment détruire de l'intérieur la principale force de changement. Comment faire pour vraiment distinguer ces changements liés au stress ou ceux liés aux tentatives de pouvoir détruire le parti. Compromission, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et permettez-moi aussi également, parce que je me rappelle également l'une des dernières sorties du PN, c'était quoi, après son retour et son élection. Il avait souligné le fait que, concernant les élections de 12 octobre, il avait souligné le fait qu'il a été surpris, je paraphrase, il a été surpris du fait que certains cadres ou certains militants qui ont un certain niveau d'information ont des positions qui sont parfois questionnables. Parce que ces positions, justement, ont entraîné beaucoup de masses. Parce que quand on voit un cadre, un militant qui a une certaine réputation, prend une direction, ça peut influencer sur les autres. Donc, c'est un peu la question. Et la dernière, maintenant, c'est peut-être une observation que j'ai trouvée très pertinente. Et c'est la principale, l'unique recommandation qui a été faite, elle s'est demeurée sur une cellule d'écoute et d'accompagnement des militants qui montrent des signes de faiblesse. Mais c'est vrai que dans le chat, je crois qu'il y a un départemental qui a dit qu'il y a le CMA qui existe, mais je ne pense pas. Ici, c'est question. CMA, généralement, je ne pense pas jouer le même rôle. Et aussi, généralement, c'est eux, dans la pratique, c'est qu'ils reçoivent les plaintes. Et puis, mais ici, les questions d'aller vers les militants, les écouter, et c'est ça. Oui, je peux. En fait, je prends directement par la fin, c'est-à-dire que la question du CMA ou le rôle du CMA ne vient pas résorber le problème que j'ai souligné. Le CMA, c'est la commission de médiation et d'arbitrage. Ah si, il y a médiation. Mais qui dit médiation dit déjà deux parties. Or, j'entendais ici une cellule d'écoute. Une cellule d'écoute qui peut justement se rendre compte que tel militant en souffrance ou qui peut être saisi à travers des signalements. Je peux avoir l'impression, parce que ce n'est pas parce que je pense que tel militant traverse une situation stressante ou bien est en difficulté, voilà, que c'est forcément le cas. Mais la cellule d'écoute, je pense que son rôle et son contenu est un tout petit peu différent de ce à quoi l'ami politique Yves Tchoudji a pensé. Donc, la cellule d'écoute, c'est vraiment pour écouter des gens, essayer de les accompagner pour sortir de la mauvaise spirale. Alors que la commission de médiation et l'arbitrage est saisie quand il y a un problème entre deux militants ou qu'un militant affiche une attitude. Donc, c'est un peu comme un tribunal, alors que moi, je ne parle pas de tribunal. Peut-être que je ne comprends pas exactement le rôle de la... Mais en tout cas, je parle de mon point de vue. Pour moi, la commission de médiation et d'arbitrage, c'est pour régler les litiges entre militants et éventuellement sanctionner. Voilà ce que, pour moi, ce qui me vient en tête quand j'entends parler de la commission d'arbitrage et de médiation. Alors que la cellule d'écoute et d'accompagnement psychologique, si vous voulez,
c'est comme son nom l'indique, écouter quelqu'un, lui poser des questions, faire parler la personne, parce que très souvent, la parole libère, faire parler et voir si on peut mettre sur pied un protocole pour l'aider à sortir de la mauvaise passe. Et ça me permet de répondre à l'une de tes questions, qui était de savoir comment distinguer le militant qui est effectivement en souffrance de celui qui a cédé aux sirènes du pouvoir ou des pouvoirs d'argent. Vous voyez? Mais je l'ai dit dans mon exposé, c'est-à-dire que l'idée n'est pas, même si l'expression que j'ai utilisée ne cadre pas forcément, mais l'idée n'est pas de secouer, de succomber, ou bien d'aider à tout prix. Le plus important, c'est la démarche, c'est d'essayer quelque chose. C'est de se dire, très cher ami politique, je souhaite qu'on échange. Tu seras disponible à partir de quel moment? J'ai vu telle chose, j'ai vu telle sortie, je t'ai vu faire ça, ça et ça. Que ça ne reste pas dans les inbox entre AP. Je sais de quoi je parle. Très souvent, oh, tu as vu il a encore fait telle chose. Telle encre. Maman, on est en train de voir les choses dans le combat-ci. Oui, on le fait, vous voyez un peu. Mais on peut, par exemple, faire un petit message à cette cellule d'écoute. La cellule d'écoute l'appelle en toute bienveillance et surtout sans juger. Il ne s'agit pas d'aller faire des remontrances à cette personne-là. D'où pour moi la nuance entre cette cellule et la commission de médiation et d'arbitrage. Là-bas, il vient dans un cadre où il est déjà mis en confiance et on lui dit, on voudrait savoir ce qui se passe, pourquoi. Parfois, des gens ont en anglais, on dit grievances, je ne sais pas comment ça se dit en français. Parfois, des gens ont des soucis et le simple fait de parler avec eux, ils se sentent écoutés et ça peut permettre de créer les bases ou bien de repartir sur de nouvelles bases. Mais nous, si on restait seulement à partager des captures d'écran, oh là là, maman, tu vois, on va tout voir. C'est déjà les chiromas. Les gens finissent par se radicaliser. Vous voyez un peu? On tend vers des extrêmes. On ne peut plus parler en ami, alors que hier, on assistait aux manifestations ensemble et tout ça. Et je crois que tu avais une autre question. Comment savoir que notre organisme nous donne des signaux? C'était ça ou pas? Tu me reprends si je dis n'importe quoi. Oui, la question était comment identifier son état intérieur, quoi. Oui, comment écouter notre organisme. En fait, voilà, c'est ça. Voilà, comment écouter notre organisme. Quand ton organisme te parle, il faut juste t'arrêter. Notre organisme nous parle. Il nous parle à chaque fois. Mais quand tu te sens fatigué, c'est que ton organisme est en train de te dire là, c'est bon. C'est quoi je parle de l'épuisement. Quand tu n'arrives plus à te concentrer sur quelque chose, peut-être que ton organisme a besoin que tu marques une petite pause, que tu prennes de petites vacances. Si tu n'as pas d'argent, bon, tu peux rester chez toi, tu peux sortir, aller dans un parc, tu peux marcher, essayer d'aller. En fait, ton organisme te parle ainsi. Ce n'est pas qu'il a une voix, quoique on a parlé aussi de la voix intérieure. C'est qu'il te donne des petits signaux, tu veux faire quelque chose, tu sens que tu es en train d'appuyer sur la corde et que là, ça ne tient plus. Et si tu forces, ça finit par lâcher. Donc, je ne sais pas si je peux te dire autrement, mais en gros, c'est ainsi que l'organisme te parle. Quand tu as cette sensation d'épuisement, quand tu ressens cette irritabilité, quand tu te rends compte que qu'est-ce qui m'arrive? Je suis toujours prête je suis toujours prêt à découdre maintenant. Je suis devenu très chaud là maintenant. C'est peut-être que l'organisme est en train de te passer et il faut essayer de te parler à toi-même, d'avoir ce dialogue intérieur. Et très souvent, c'est plus toi qui retrouves les solutions à ce problème. La difficulté, c'est que les gens ne font pas cet exercice, les gens ne s'arrêtent pas et ils veulent toujours foncer. Finir par se coincer. J'espère que tu as eu des réponses. Je n'ai oublié aucune question, j'espère. Merci beaucoup, parfait. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oui, j'ai levé la main. C'était en tout cas, merci. C'était pour réagir sur la proposition que tu as faite, Pierre Gaëtan, d'avoir une cellule d'écoute qui aura vraiment le rôle de pouvoir avoir des personnes qui seraient compétentes, outillées de manière psychologique pour avoir cet appui-là aux personnes et dire qu'effectivement, c'est très différent de la cellule du comité de médiation et d'arbitrage. Ici, on parle d'un appui psychologique parce que dans le contenu que tu nous as
partagé, ce que tu as animé ici, c'était vraiment développer notre mental. Le combat, c'est dans la tête, comme on dit, mais il faut pouvoir avoir les outils. Et donc, c'est vrai que ça manque de manière générale dans la sphère culturelle qui est la nôtre, l'appui psychologique, mais vraiment pour veiller à notre mental. Tu as parlé de la solidarité et de l'entraide, du fait que chacun doit pouvoir veiller sur le mental de l'autre en identifiant et en ayant ces petits signaux. Mais c'est vrai que en tant qu'une institution, on pourrait mettre en place un cadre vraiment dédié et je pense que c'est très important. Donc, ce serait vraiment bien si les responsables du parti pourraient l'entendre. Ici, quand on voit ce qui s'est passé pendant la dernière période électorale, qui était catastrophique sur le plan mental pour les militants, avec ce qu'on avait comme espoir, ce qu'on avait investi comme temps, comme mobilisation, comme énergie. Les gens avaient sacrifié énormément de choses. Et après, le 5, il y a eu des effondrements et le mental, et ça se voit aujourd'hui par la mobilisation, etc. Les gens n'ont pas eu la possibilité d'exprimer, de formuler leur dépression par rapport de mettre des mots sur leur ressenti, sur leur douleur. Exactement. Donc, je suis entièrement d'accord et je pense que c'était vraiment tout ça mon intervention, et je pense que c'était aussi important que tu l'abordes. D'ailleurs, ça fait partie du contenu de ce module, de veiller à notre santé mentale aussi pendant un combat qui est éprouvant. Donc, voilà, moi, je pense que c'est vraiment une excellente idée de pouvoir mettre ça en place et que c'est urgent dans le contexte où on se trouve. Voilà, merci. On va prendre Tonton Eli. Oui, mon cher Pierre Gaëtan, avant de prendre la parole, je tenais déjà à te féliciter et te dire vraiment bravo pour le module et vraiment la compétence. J'ai beaucoup appris, hein. Franchement, j'étais un petit enfant assis au fond de la classe qui suivait un grand prof. Et je crois que vraiment tous, on en a besoin aussi parce que ça nous permet aussi d'écouter. Tu sais, la science est très diverse. Souvent, on croit connaître beaucoup de choses, mais rien qu'à t'écouter, ce n'est pas dit qu'on a le mental, mais faire cet exercice qu'on a fait aujourd'hui est très important et utile pour le combat. Je crois que c'était aujourd'hui une cellule d'écoute que tu as mis sur pied. Tu as permis aux gens de pouvoir placer des mots, de se recentrer, et je crois que au sortir de ce que tu as dit, c'est surtout ta phrase de conclusion que j'aimerais bien que tu la réécrives. Comme ça, on doit la publier constamment pour que ça circule. Et de deux, cette série d'écoute que tu as proposée qui sort, je peux dire de cette séance de travail, je crois qu'il faut qu'on la travaille et qu'on la propose même au directoire. Bien sûr. Si c'est même vraiment, on peut la proposer parce que c'est ça aussi le but de la formation. On dit, voilà, on a pensé, parce que tu sais toujours, on dit qu'à chaque catastrophe, il ne faut pas croire que tout est mauvais. À chaque catastrophe, il y a toujours des choses qu'on en tire, des bonnes conclusions, des bonnes idées. C'est dit parce que la première fois, en 2018, on était sorti des élections. On a toujours eu cet espoir. Les gens ont quand même dit, bon, voilà, ça, on pouvait faire quelque chose. Mais 7 ans après, les gens sont encore mobilisés. Et quand ils ne savent pas, c'est pour ça que j'aime bien le mot résilient. Et que les gens, je crois que ce que les jeunes parmi nous doivent comprendre, c'est que la politique, il faut être d'abord être mentalement fort, mais il faut savoir que c'est une lutte qui est souvent très longue et difficile. Et souvent même, je rappelle à certains jeunes frères, si aujourd'hui, ou Boumier ou Wangier se réveillait, il serait surpris de voir qu'on est en train de mener encore son combat. Parce que peut-être lui croyait qu'après lui, là, quelques temps, le régime serait tombé. Donc, c'est pour vous dire que quand on mène un combat, et c'est ça à quoi je m'attelle toujours à dire à nos jeunes frères, ne croyons pas que c'est nous qui allons toujours cueillir le fruit de ce combat. Il y a des combats, quand on mène un combat noble, mon ami, mes jeunes frères, sachez que le fruit, ça peut être récolté par des générations futures. Et c'est ça qu'il faut mettre. Parce que c'est ça qu'on dit toujours pour faire la politique, pour aimer les gens. Et je crois que le président nous dit ça tout le temps. Quand tu aimes des gens, c'est comme quand tu élèves tes enfants, tu n'es pas obligé, tu dis tout ce que tu souhaites, c'est de voir comment leur devenir sera meilleur. Mais peut-être tu n'as même pas le champ. Aujourd'hui, on est là, peut-être là où nous sommes. Nos parents ne jugent pas du fruit de ce qu'ils ont mis sur nous. Donc, c'est ça le but. Même quand tu veux faire la politique, remets-toi à l'unité de la famille qui est la plus petite.
une clé de la société, de dire quand tu élèves ton enfant, tu veux qu'il réussisse. Mais l'enfant va réussir. Souvent, tu n'es même pas là pour voir la réussite de l'enfant. Mais tu te bats toute ta vie pour que l'enfant réussisse. Et c'est ça la politique que nous devons mener. C'est ça le MRC. Tous ceux qui viennent, ils croient que oui, je suis en train de me battre parce que j'ai mon positionnement. Franchement, je crois qu'il a loupé le code. Ce n'est pas le bon parti. Je peux lui conseiller vraiment, vraiment, mon ami, ne paye pas ton temps. Si c'est ça, tu es à côté de la plaque. Le pays, tu n'es pas. Vraiment, nous sommes très distants. On se bat pour un avenir meilleur de tous les Camerounais, même y compris ceux d'en face qui nous tuent. Demain, j'aimerais voir ces enfants réussir parce que c'est ça le Cameroun que nous voulons. On doit s'aimer. Et quand on dit s'aimer, laisser les autres, on ne dit pas, le RDPC, ce n'est pas mon ennemi. C'est des enfants, comme on dit souvent, même dans les familles, il y a des enfants égarés, ils sont égarés. Qui pensent seulement à eux et à demain. Nous, on veut un Cameroun meilleur. Qui demain, que ce soit moi, que ce soit lui, que quand on rentre là, tout le monde a cette fierté, comme on en avait ça dans l'entente. Donc vraiment, merci beaucoup Pierre Gaëtan pour ce que tu as fait. Et je crois que vraiment, c'est celui d'écoute, comme tu l'as si bien dit. Ça n'a rien à voir avec le comité de médiation et d'arbitrage. Je crois que c'est une bonne proposition qui sort de cet enseignement et qu'on pourra, à la fin de notre PDF Challenge, faire une proposition au directoire. Merci beaucoup. Ben, tonton Eli, je compte sur vous pour faire du lobbying pour cela. On a ici Honorine qui est non moins la vice-présidente nationale des jeunes. Il faut que la voix des jeunes se fasse entendre. On a Yves ici, le départemental UK. On a des imminences grises. Véronique est là, membre du directoire SN. On a Blaise Marop qui était là, je ne sais pas s'il est toujours là, qui est le départemental France. Ça veut dire ce que ça veut dire. On a ici la fine crème du MRC. Donc, une proposition comme celle-là devrait déjà pouvoir compter sur des voix imposantes. Donc, je puis te rassurer, mon cher. Si on le dit, je crois qu'ils sont tous là et on est en train de travailler. Je crois qu'à sortir de ce PDF Challenge, je crois que ça sera même lors de la présentation finale. On va ressortir ça pour présenter même lors de notre. Tu sais, disais bien, comme ça, même lors de la finale, on sortira les grandes idées qui sont sorties de toute cette formation et qu'on fera un rapport pour présenter. Je crois que tous les responsables qui sont ici, je crois que personne, je ne doute pas de Yves, de Blaise, on va faire tout ce qu'on peut pour que cela arrive à bon port. Ça, comptez sur nous. Voilà. C'est toi qui distribue la parole ou c'est moi? J'ai pris le lead tout à l'heure. Ben oui, il y a encore deux mains tendues. Oui, donc il y a Blaise